Tous. Je m'appelle Xavier Roy, je suis le directeur de l'association France Cluster. Bienvenue à ce temps d'échange, à ce webinaire d'échange sur le thème Ouvrir plus d'usines vertes en France. Quels sont les leviers à l'implantation de start-up, PME et ETI? L'idée, c'est qu'on puisse voir comment, les motivations qui étaient les nôtres, c'est qu'on puisse voir comment la collaboration entre les clusters, les pôles de compétitivité, les territoires d'industrie et les collectivités locales peuvent être un levier pour accompagner OK, ça marche. Procédez-là. l'implantation d'usines vertes en France. C'est un webinaire qui est organisé en collaboration avec la CET et le cabinet Companium. Mille merci Virginie Sachs, Bonjour, pardon. Christophe Lanier d'être avec nous et de nous avoir proposé ce temps d'échange. Vous avez réalisé un travail d'analyse sur le thème des liés à l'implantation d'entreprises, qui est évidemment un gros sujet en ce moment. On en parlera beaucoup sur la question du foncier. L'idée, c'est qu'à travers cette heure d'échange, vous puissiez partager avec nous les principaux enseignements de votre travail et à l'appui de nombreux témoignages. Je vous laisserai présenter non seulement les personnes que vous avez interviewées, accompagnées et qui acceptent aujourd'hui de partager leur expérience. Je voudrais juste préciser que ce petit webinaire s'inscrit pour nous, ensemble, cette Companium France Cluster, dans un parcours sur cette thématique de l'implantation d'usines vertes en France. Un parcours qui commence par ce webinaire aujourd'hui. On a aussi, et ça s'affiche sur votre écran, le 14 juin prochain, dans le cadre de notre forum Filex, Filex pour filière d'excellence, notre forum des filières d'excellence annuel. Le 14 juin à Paris, on aura l'occasion, avec cette Companium, Virginie, Christophe, d'organiser un atelier spécifique. Donc là, on est plutôt dans un webinaire d'information, d'échange. Il y aura un atelier sur Filex le 14 juin où là, on rentrera vraiment dans de l'échange de pratiques. Et puis, un projet de formation qui se structure en ce moment et qui sera proposé sur le deuxième semestre. On vous mettra dans le chat aussi le lien vers le forum Filex. Évidemment, voilà, ça apparaît, si vous souhaitez vous y inscrire, n'hésitez pas à nous rejoindre à l'occasion de cet événement le 14 juin, qui commencera même dès le 13 juin soir, par un cocktail dînatoire convivial. Vous êtes, je le disais tout à l'heure en intro, un peu plus de 230 personnes qui vous êtes inscrits à ce temps d'échange. C'est un sujet important, donc, et on est ravis de pouvoir essayer d'y répondre avec ce moment. Quelques infos pratiques avant de rentrer dans le vif du sujet et de passer la parole à Christophe Lanier et Virginie Sachs. On se donne 1 heure d'échange jusqu'à 13 heures. On essaye de ne pas déborder. Si vous en êtes tous d'accord, on voudrait vous proposer d'enregistrer les débats parce qu'on a eu aussi des participants qui nous ont demandé de pouvoir avoir accès au replay. Et donc, si vous en êtes d'accord, on enregistre. Je crois que l'enregistrement a démarré. J'espère que ça ne gêne personne. Posez vos questions, s'il vous plaît, dans le chat. Donc, on a désactivé vos micros pour le temps du déroulé de la présentation qu'avec Virginie et Christophe, il a été conçu pour vous. L'idée, c'est qu'on ramasse vos questions, un temps de questions-réponses à la fin de l'échange. Donc, on reprendra vos questions du chat. Donc, là, posez des questions dans le chat tout au long du temps d'échange et puis on prendra tout ça à la fin, si vous en êtes d'accord. Je remercie aussi Aurore Colnel qui est avec nous à NCT en tant que chef de projet territoire d'industrie et qui participera à l'échange en réagissant au regard justement de cette problématique du foncier qui est une problématique largement traitée pour les territoires d'industrie. Et donc, si vous en êtes OK, Christophe, Virginie, sans grande transition, je vous passe le relais pour que vous puissiez nous parler du travail que vous avez effectué et des enseignements que vous en avez tirés. À vous la parole, si vous le voulez bien. Christophe, peut-être? Merci Xavier.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents. Donc avec Virginie, on sera un peu les maîtres de cérémonie du webinaire avec un certain nombre d'éléments de présentation et puis différents témoignages venant notamment de territoires des 4 coins de la France pour partager un certain nombre de bonnes pratiques ou d'initiatives inspirantes qui nous semblent utiles de partager à la communauté de toutes celles et tous ceux qui s'intéressent au sujet de développement économique et d'implantation d'entreprises. Ce que je vous propose, c'est de rentrer directement dans le vif du sujet en disant un mot sur les freins à l'implantation industrielle qu'on observe toutes et tous sur les territoires. Ensuite, on aura une première séquence de témoignages de bonnes pratiques issues des territoires. On reviendra sur ce qui nous semble être les pistes de travail à mener sur les territoires d'une manière générale pour favoriser l'implantation d'entreprises. On aura ensuite une deuxième séquence avec plusieurs témoignages et on conclura sur ce qui nous semble être aussi les pistes de travail pour les entreprises, parce qu'une implantation industrielle, ce n'est pas quelque chose de neutre et ce n'est pas quelque chose qu'on fait finalement souvent quand on est chef d'entreprise. On le fait 1 ou 2 fois dans sa carrière en général, sauf exception, et donc ça suppose une certaine méthode pour travailler sur ces sujets-là. Virginie, je te passe directement la main pour livrer quelques enseignements sur les freins à l'implantation. Merci Christophe, donc bonjour à tous, merci d'être présent et merci encore à France Cluster de nous permettre cette intervention. Donc en effet, l'implantation industrielle, c'est le sujet d'un travail que nous avons entamé il y a maintenant plus d'1 an pour accélérer la réindustrialisation de nos territoires. Eh bien, pour de l'industrie, il faut des usines, pas n'importe quelles usines. C'est bien pour cela qu'on parle d'usines vertes, pour se mettre en parallèle des travaux actuels auxquels nous contribuons également sur l'industrie verte. Donc, pour avoir plus d'usines vertes en France, nous avons travaillé aux côtés de territoires, mais aussi de dirigeants d'entreprises pour identifier leurs freins dans la construction d'usines, dans l'implantation industrielle et en identifier des bonnes pratiques et des recommandations. Alors, qu'est-ce qu'on entend par implantation industrielle avant tout? Eh bien, c'est l'installation d'activités productives sur le territoire depuis la création d'une usine, en passant par d'autres réalités que sont l'extension d'un site, mais également l'installation sur des plateformes industrielles, dans des hôtels d'entreprise, dans des bâtis déjà existants qui constituent l'installation d'une activité productive sur un territoire. Cette implantation, c'est un indicateur de notre réindustrialisation. On suit le nombre d'emplois, mais on suit aussi, comme le lait sur le feu, le nombre d'usines qui ont été créées. On dit aujourd'hui qu'on crée plus d'usines qu'on en ferme en France. C'est un indicateur de notre réindustrialisation. L'implantation industrielle, c'est un enjeu d'industrie qui nous permet de revenir sur toute une dynamique de désindustrialisation qui nous a marqué pendant quelques dizaines d'années. S'implanter sur les territoires, c'est une nécessité pour les industriels, mais ce sont aussi des difficultés. On va les évoquer rapidement en fond de notre intervention pour poser le cadre. On passera plus de temps à parler de bonnes pratiques, des témoignages et de conseils, mais pour poser le cadre, eh bien, pardon, il y a un petit peu d'écho. Voilà. Je pense qu'il y a encore un micro ouvert. Voilà, il y a un tout petit peu d'écho. C'est mieux, merci. Donc, pour s'implanter sur les territoires, les entrepreneurs rencontrent 4 grandes difficultés. Ce sont des difficultés vues de l'entreprise. La première, c'est d'anticiper les grandes étapes d'un projet d'implantation. C'est déterminant pour accélérer. On accélère quand on peut anticiper. C'est la première difficulté. La deuxième, c'est l'accès au bon foncier, au bon site, celui qui est le plus adapté pour son activité. Le troisième frein, c'est la sécurisation des opérations industrielles. On s'implante pour produire, commercialiser. Donc, le but de cette implantation, c'est bien de sécuriser ces opérations. Et puis, la dernière difficulté, c'est bel et bien de financer un outil industriel. On va rentrer dans le parcourir les quelques détails de ces freins. Le premier frein, donc anticiper pour accélérer, l'ouverture d'une usine
non ICPE prend en moyenne 3 ans. C'est plus long quand on parle d'usine ICPE, donc installation classée protection de l'environnement. Si on veut réduire ces délais, on peut s'appuyer sur des accélérations administratives, mais également permettre aux entrepreneurs d'anticiper les grandes étapes, voire de paralléliser des actions. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit à destination des dirigeants le guide que vous voyez ici s'afficher à l'écran et qui leur permet de mieux anticiper les étapes, et on le verra à la fin de ce webinaire grâce à un parcours d'implantation. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est d'accéder au foncier le plus adapté à son activité, le plus adapté au territoire. Nous sommes dans un moment crucial de rareté foncière. Il faut donc permettre aux industriels, aux entreprises industrielles de s'installer sur le bon foncier avec des critères de choix qui sont extrêmement nombreux et des scénarios d'implantation de la création d'usines ex nihilo à la friche industrielle ou la location d'un bâtiment qui sont finalement méconnus de la part des entrepreneurs. Donc, c'est la deuxième difficulté qu'on a voulu adresser. Troisième difficulté, sécuriser les opérations avec un bon accès aux ressources locales, aux matières premières et énergie, mais également talent. On parlera de compétences et de formation dans le courant de nos témoignages. C'est un élément essentiel de sécurisation à la fois du bassin d'emploi et des approvisionnements. Et puis, quatrième et dernière difficulté nous avons pu relever, bien sûr, c'est le sujet du financement d'un projet à la fois de croissance, mais également d'implantation, parce qu'en général, quand il y a une implantation industrielle, la création d'une usine, c'est un sujet de croissance. Il y a des financements publics, des financements privés, qui sont nombreux, qui doivent s'articuler dans la bonne séquence avec les bonnes techniques. C'est un métier à part entière et le temps de constitution de ces dossiers et du financement peut être de nature à rallonger le projet d'implantation. Donc, on va également parler financement au cours des prochains témoignages et de nos conseils. Voilà 4 difficultés et je passe tout de suite la parole à nouveau à Christophe et à notre premier témoin qui va apporter 2 premiers éléments de réponse à l'une ou plusieurs de ces 4 difficultés rencontrées par les entrepreneurs. Merci pour ce premier éclairage. Effectivement, on va laisser la parole à 2 premiers témoins pour illustrer quelles sont les solutions concrètes, opérationnelles qui sont mises en œuvre par les territoires pour répondre à tout ou partie de ces 4 enjeux et dont on peut s'inspirer collectivement. Et je vais passer la parole en premier à Axel Riel de la métropole de Lyon, qui va nous expliquer, alors parmi l'ensemble des dispositifs de la métropole de Lyon, il va nous éclairer sur 2 dispositifs particuliers qui permettent de sécuriser, accueillir, développer des entreprises industrielles. Axel, je te passe la parole. Merci beaucoup, Christophe. Tu me fais un signe si tout va bien au niveau du son. Tout va bien. Ok, super. Grand merci à France Cluster, à la CET et aux intervenants. Je m'excuse tout d'abord parce que j'avais une grosse contrainte horaire, donc j'ai demandé à passer en premier et surtout, je ne pourrais pas rester pour vous écouter, chers collègues, camarades. Donc, toutes mes excuses, mais j'aurai le plaisir de vous voir en visio a posteriori. Moi, j'ai la chance d'être le directeur du DevEco à la métropole de Lyon depuis 5 ans et demi. Et vous le savez, sur la métropole de Lyon, la stratégie économique et entre guillemets, ce n'est pas une nouveauté parce que c'était déjà le cas sous Gérard Collomb puis David Kimmelfeld. Elle est posée, elle est fondée, cette stratégie, d'abord sur la stratégie industrielle. On a 77 000 emplois, on en avait 75 000, on en a 77 000 emplois salariés privés pour l'industrie. L'objectif fin du mandat, c'est d'atteindre les 80 000. Et effectivement, pour y arriver, il va falloir qu'on affronte des freins que vous avez brillamment et rapidement présentés. Je vous présente deux projets qui répondent en tout cas à 2 de ces freins. Le premier sur le volet financier, évidemment, tu peux passer Christophe. Et le second, ça sera sur la question du foncier. 2 sujets d'ailleurs qu'on a vraiment travaillé, j'aurai l'occasion d'y revenir avec les clusters et les pôles de compète du territoire. Le premier, c'est un fonds d'amorçage industriel métropolitain. Alors, pour les régions, c'est quelque chose d'assez évident certainement. En tout cas, pour une agglomération, une métropole comme la métropole de Lyon, c'était très, très innovant. Je ne vais pas revenir sur la manière dont on l'a monté, simplement se dire que l'objectif pour nous, c'est de renforcer notre socle industriel et c'est clairement de répondre, après avoir fait un diag avec une trentaine de startups industrielles, à une problématique clé qui est celle vraiment du manque de dispositifs en phase d'amorçage.
On est très, très bon pour l'idéation. On est très bon ensuite après en cap risque. Mais par contre, au milieu, il y avait vraiment un trou noir sur le territoire. Et on a souhaité, avec les nouveaux élus de l'exécutif, s'engager dans ce trou noir et le combler au moins autant faire que se peut. Donc, pour le coup, on a utilisé le fait d'être labellisé TIGA et on a monté ça avec la Banque des Territoires. Et donc, on a monté un fonds agréé AMF qui est opéré par le fonds Déméter aujourd'hui et qui ne s'adresse qu'à des entreprises, donc dans l'industrie évidemment, donc qui fabriquent, qui produisent, qui transforment, mais et uniquement, exclusivement en phase d'amorçage. Et évidemment, ça aurait été trop simple si on en était resté là, qui sont à impact positif. Alors, je ne vais pas revenir, on a toute une grille d'impact, mais globalement, entre l'impact sociétal, l'empreinte industrielle, et puis le modèle économique, la capacité à créer de la richesse, à créer de l'emploi. On arrive à un deal flow aujourd'hui d'environ 430 entreprises qui ont été sourcées par Déméter, mais aussi par les pôles de compète. Je pense notamment au pôle de compète Cara, pôle de compète Tectera, pôle de compète Accélera, qui travaillent vraiment en collectif avec nous là-dessus, qui nous font remonter leur start-up. Et on étudie, en fonction de la grille d'impact, on étudie celles pour lesquelles, ces entreprises sur lesquelles il faut qu'on monte en investissement. Donc, je vous ai mis les 4 premières levées effectuées, une dans la santé, une dans la capture de CO2, une dans l'énergie sur les pellets, et puis la dernière sur l'alimentation en pure player de l'économie circulaire. Donc, clairement, à chaque fois qu'on intervient sur ce volet financier, derrière, les entreprises viennent nous voir pour le sujet qui va nous intéresser, c'est le sujet foncier immobilier parce qu'elles se développent, elles lèvent des fonds, on intervient, on rentre au capital, elles peuvent aller plus loin, mais derrière, évidemment, le frein numéro 2, c'est l'immobilier. Alors, je ne sais pas comment ça se passe sur les autres territoires. Moi, en tout cas, je rêverais d'être à moins de 3 ans sur des usines non ICPE, mais ce n'est pas le cas. C'est vachement plus long et quand c'est ICPE, c'est au moins le double. Donc, c'est l'enfer. On va se dire les choses, c'est l'enfer. On y arrive pour les très gros, finalement, les grosses PME, les ETI. Et sinon, il y a vraiment un trou noir là aussi pour les startups et les TPI, PMI. Et donc, alors je le construis comme ça aujourd'hui, ce n'était pas tout à fait le cas à l'époque. Aujourd'hui, moi, j'aime bien raconter que l'urbanisme transitoire est devenu notre premier outil d'aménagement. Pendant très longtemps, c'était les actes, c'était les PUP, c'était les concessions d'aménagement. Aujourd'hui, c'est tellement long, on n'arrive pas à répondre aux besoins des entreprises et donc on utilise l'urbanisme transitoire. Donc l'urbanisme transitoire, c'est quoi? C'est à un moment donné, on achète un immobilier, une friche et sans dire de la démolir, sans dire de la réaménager, on fait des menus travaux et on plug des entreprises à l'intérieur. Alors évidemment, il faut que la friche soit dans un état quand même compatible avec de l'activité indus. Souvent, on achète des fonciers qui sont anciens accueillants d'industrie, donc avec des quais de chargement, de déchargement, des portes sectionnelles qui marchent encore. Parfois, on a même de l'immobilier vertical. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'on n'est pas capable d'en faire en neuf, mais on en a qui existent depuis 50 ou 60 ans avec des ellipses pour monter. Et donc, la métropole aujourd'hui achète ce type de foncier. Évidemment que le discours qu'on porte, nous, à l'ECO, c'est oui, évidemment, ça s'intégrera très bien dans le projet urbain dans 10, 15, 20 ans. Mais enfin, ce qui nous importe aujourd'hui, c'est comment en 2, 3, 4 mois, avec des menus de travaux, on est en capacité d'aller héberger des entreprises industrielles de suite. Donc, je vous ai mis quelques exemples photographiques. Vous pourrez trouver sur Internet, notamment Grand Plateau, c'est notre lieu totem de la fabrication des vélos sur 4000 m2 et en vertical, ce qui est quand même pas une mince affaire et ça marche très bien. On a aujourd'hui 18 entreprises. De la même manière, on a acheté un immobilier à Saint-Priest où on a mis une dizaine de boîtes là, de l'économie circulaire. Et puis surtout, on continue puisque finalement, on a encore des dispos dans ces 2 friches et on a plusieurs projets autour de nos filières stratégiques, textiles, bâtiments durables, alimentation, reconditionnement numérique. Si je suis très, très honnête, je vais vous dire, évidemment, c'est pas ce qu'on aurait souhaité au départ. J'aurais préféré une belle zone d'activité bâtie sur une friche avec, entre guillemets, une tramvière parfaite, des lots de 700 m2 à 5000, etc. Mais c'est trop long. Alors, on emmène à des opérations, mais elles sortiront au prochain mandat parce qu'à un moment donné, entre les études faune flore, les études d'impact, il faut repartir, la concession, problématiques juridiques, etc. Et de fait, l'urbanisme transitoire devient, et c'est comme ça, c'est ainsi, un peu la règle aujourd'hui, nous, pour accueillir des boîtes. Et je vous ai mis l'objectif, c'est qu'on ait 120 entreprises industrielles. On en avait 0 il y a 2 ans. Là, on est à 27, 28. L'objectif, c'est d'en avoir 120 dans 3 ans. Et donc, de répondre pour celles-ci, en tout cas, à court terme, moyen terme, à leurs problématiques de développement immobilier foncier. Et je pense que j'ai fait le tour, Christophe, et respecté le timing que tu m'avais imparti. C'est un peu délicat sur les 2 slides. Désolé pour le débit, mais il fallait faire vite. Merci beaucoup, Axel. Merci pour la
l'inspiration, parce qu'effectivement, on voit qu'en toile de fond se repose la question de la régulation par la puissance publique, quelle qu'elle soit, et de nouveaux cadres d'intervention pour être en capacité de peser et d'agir sur ces sujets d'industrie et d'implantation industrielle, et à la fois le fonds d'amorçage qui consiste à se dire je rentre au capital et donc je peux soit sécuriser des entreprises qui se développent, soit aider à favoriser l'implantation d'entreprises d'une part, et d'autre part l'urbanisme transitoire qui, depuis 7-8 ans, enfin une petite dizaine d'années, était beaucoup utilisé sur le sujet des industries culturelles et créatives, sur les sujets de tiers-lieux plutôt numériques, digitaux. On voit que c'est une solution aussi qui apparaît sur le sujet de l'industrie, auquel on n'aurait peut-être pas spontanément tous pensé, et qui voilà, permet de répondre à des besoins court terme en travaillant le moyen terme. En tout cas, un grand merci Axel pour la présentation. Peut-être deuxième témoignage qu'on voulait partager avec vous, pardon, c'est celui de Rising Sud, sur la façon notamment dont, à l'échelle d'une agence d'attractivité régionale, on gère le sujet de l'ingénierie financière, et Virginie le soulignait dans un des freins, sur le fait qu'il existe de multiples dispositifs publics-privés non forcément coordonnés, et sur lesquels des actions proactives de la puissance publique, là encore, entre clusters, régions et différentes strates de l'action publique sont possibles et nécessaires pour favoriser l'implantation d'entreprises. Jimmy, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup Christophe et merci beaucoup pour l'invitation. Donc Jimmy Lorichès, je suis chef de projet pour l'implantation des projets stratégiques au sein de Rising Sud, qui est l'agence d'attractivité et de développement économique de la région sud de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On ne dit plus PACA, je tiens à tous vous informer. PACA, on arrête, c'est région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au sein de Rising Sud, on a un dispositif qui aide à l'implantation des projets stratégiques et donc notamment des projets d'industrie verte, puisque la région sud est en avant sur ces sujets de transition écologique. Elle a un budget qui est orienté 100% vers le climat. C'est la région pilote pour la transition écologique notamment. Donc, ce qu'on considère comme projets stratégiques sont notamment les projets liés à la transition énergétique, transition écologique. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on coordonne une task force pour les projets en jeu. Donc, on coordonne un collectif de développeurs économiques du territoire pour l'implantation des projets stratégiques. Jimmy, je te coupe, on voit encore oui. mes slides ou on les voit plus? Oui, on les voit. On les voit, d'accord, ok. Oui. Donc ça, merci beaucoup. J'avais un doute. Non, merci beaucoup, c'est très bien. Donc, on anime ce collectif, comme l'a rappelé Christophe, parce que souvent, il y a un nombre de guichets qui est quasiment insurmontable. Et donc, on le fait, on accompagne les projets les entreprises qui veulent s'implanter sur le territoire sur 3 volets, comme vous pouvez le voir. Donc, la recherche de foncier disponible, qui, je le vois, on n'est pas les seuls à être un petit peu en galère au niveau du foncier. Donc, avec nos partenaires sur le territoire, on accompagne les entreprises dans la recherche de foncier pour ancrer ou développer les projets dans la région. La deuxième phase, c'est coordonner une ingénierie financière, parce que c'est là que souvent on a un nombre de guichets qui est phénoménal. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a un point d'entrée et on met tout le monde autour de la table. Donc, les services de l'État, la BPI, la Banque des Territoires, l'ADEME, les différents services qui existent dans la région pour financer tel ou tel projet. On met tout le monde autour de la table et on discute avec le porteur de projet pour trouver une ingénierie financière qui soit la plus optimale. Donc, c'est-à-dire que si l'ADEME, imaginons que l'entreprise répond à un appel à projet de l'ADEME, eh ben, on les fait discuter avec les services de la région pour savoir quelle assiette chacun doit prendre pour que le financement puisse être le plus optimal possible. Et enfin, on travaille aussi à proposer des solutions RH en partenariat avec les partenaires sur le territoire, avec Pôle emploi, avec l'APEC, etc. On est aussi capable de monter des formations ad hoc lorsqu'on en a besoin. Donc voilà, on essaie d'accompagner l'implantation sur ces 3 volets qui sont 3 volets qui sont considérés comme des freins par les entreprises, comme on l'a vu au début de la présentation. Donc, je vous ai réuni 2 exemples d'implantation, une entreprise qui est déjà implantée et une entreprise qui est en cours d'implantation.
au niveau de l'ingénierie financière. Donc une entreprise qui vient des UK et qui fabrique des sacs en papier craft pour la grande distribution pour remplacer les sacs en plastique, qui est une entreprise qui est implantée. On a pris contact le premier mois avec le groupe pour parler du projet et comprendre les attentes qu'avait le projet pour s'implanter sur notre territoire. Suite à ça, ont été organisées différentes réunions avec les différents financeurs. Le 4e mois, un courrier de soutien de la part du président, de la part du président de région et de la part du président de la métropole a été envoyé au groupe avec le montant des aides qui seraient allouées au projet. Le 6e mois, grâce notamment à ce courrier de soutien, le groupe confirme son implantation en France, puisqu'il y avait différents sites en concurrence. Et donc, c'est bien la France et la région sud que l'entreprise a choisi. Quelques mois sont passés puisque implantation oblige, des problématiques de foncier sont apparues. Donc au mois 11, la société française est créée car le foncier a été trouvé et sécurisé. 2 mois après, les supports État-région et métropole sont votés et conventionnés. Et donc au 16e mois, les premières machines sont arrivées, la production est lancée. Donc on voit cette étape de 16 mois entre la première discussion avec le groupe et le démarrage de la production. Donc on voit un petit peu les étapes pour le financement du projet. Et ensuite, rapidement, deuxième projet de Gigafactory. L'implantation a été annoncée en région. Là aussi, on était notamment en concurrence avec une autre région en France. Et l'ingénierie financière, elle, est en cours. Donc, le premier mois, pareil, prise de contact, on prend le cahier des charges de l'entreprise, niveau financier et niveau foncier. Le deuxième mois, une offre territoriale est envoyée sur le foncier et les aides qui sont théoriquement mobilisables. Grâce à ces discussions et à ces documents, l'implantation en région sud est annoncée. Et donc là, on est vraiment dans la phase d'ingénierie financière. Donc, comme vous pouvez le voir, on a des sessions d'ingénierie financière bimensuelles pour articuler les différents financements entre les services de la région, puisque dans la région, différents services viennent financer le projet. Donc, il s'agit là de bien coordonner les financements pour pas que les services se mangent des assiettes. Et ensuite, on a aussi des sessions d'ingénierie financière avec les services de l'État pour les différents appels à projets France 2030. Voilà, pour essayer encore une fois, de bien coordonner l'ingénierie financière pour que le projet soit financé de la meilleure manière possible. Donc voilà, donc nous, ce qu'on fait au sein de Rising Sud, c'est qu'on essaie de miser sur le collectif. Nous sommes un point d'entrée, on réunit tous les acteurs qui doivent intervenir et on essaie de faire avancer pour que le projet s'implante. Et merci Jimmy. Et effectivement, on voit que c'est un des ADN de territoire d'industrie, hein, notamment de se dire comment est-ce que je mets en face finalement la demande des entreprises en besoin de soutien financier et en face l'offre de financement qui est multiple entre différentes structures, puis à l'intérieur même des structures, entre différents programmes, appels à projets. Et ça a l'air de rien, mais effectivement, c'est un vrai travail d'ingénierie pour rapprocher l'offre de financement de la demande de financement. Et donc ça, c'est notamment quelque chose qui se fait sur beaucoup de territoires, mais qui est assez, en tout cas, utile. Qu'on parle des entreprises endogènes d'ailleurs, là on parlait des entreprises exogènes, mais c'est le même sujet pour les entreprises endogènes industrielles qui portent des projets d'extension, de diversification, d'innovation, d'internationalisation et qui ont ce même besoin d'ingénierie financière. Finalement, face à les enjeux qu'on mentionnait au début, et puis là, ces deux témoignages, nous, ce qu'on observe de nos travaux à la fois à la CET et Compagnium sur les territoires, c'est qu'il y a 3 grandes piles de travail, ou en tout cas, il y a 3 grandes catégories d'actions que peuvent mener les territoires pour accélérer l'implantation d'entreprises industrielles. En filigrane de nos discussions, les 3 thèmes, on les a toutes et tous en tête. C'est la question de l'offre d'accueil, parce qu'on n'implantera pas d'entreprise si on n'a pas de foncier et d'immobilier pour les accueillir. Il y a évidemment tout ce qui concerne les sujets RH et puis les sujets financiers. Sur chacun de ces sujets-là, il y a des questions de temporalité qui sont à prendre en compte, et Axel de la métropole de Lyon le mentionnait. Il y a
y a ce qu'on voudrait faire dans l'absolu et puis ce qu'on peut faire dans la réalité. Donc là, sur chacun des sujets, nous, ce qu'on observe dans les missions qu'on mène pour les territoires, c'est qu'il faut travailler le court terme, le moyen terme et le long terme à la fois et en parallèle, hein. Sur le foncier, c'est évidemment redonner un peu des lettres de noblesse au schéma stratégique des espaces fonciers, hein, parce qu'il y a un vrai interventionnisme et une vraie régulation à avoir par les territoires, une vraie planification du foncier économique, plus qu'avant, hein, puisqu'avant, on créait des nouvelles zones d'activité quand on avait des besoins. C'était déjà long et compliqué, mais maintenant, ce levier-là n'est plus un levier fortement mobilisable. Donc, il faut vraiment avoir des documents stratégiques à 15-20 ans. À moyen terme, à 5 ans, à 5-7 ans, il y a la question de comment je densifie des espaces déjà existants en collaboration avec les propriétaires et les entreprises privées qui peuvent vouloir valoriser leur site, comment je travaille sur mes friches et comment j'ai une politique d'acquisition foncière en tant que collectivité. Et donc ça suppose une vision politique et puis des outils techniques. Et puis à très court terme, Axel en parlait très bien, hein, la question de l'occupation temporaire qui jusqu'alors était quand même réservée beaucoup aux questions de culture, de tiers-lieux et de numérique. L'occupation temporaire d'espaces industriels pour accueillir des entreprises industrielles est un levier, nous, qu'on observe et qui est une bonne pratique. Sur les sujets RH et financiers, on est dans la même logique finalement. Il faut travailler les 3 échelles de temps et on va avoir des témoignages sur ces sujets, hein. Le court terme, on peut monter des formations ad hoc sur mesure pour des porteurs de projets ou des entreprises locales, on va en parler. Et sur le long terme, sur les sujets de RH, on touche les questions de stratégie d'attractivité, notamment sur les sujets d'enseignement supérieur, de création d'écoles, seules ou en partenariat, et sur le marketing territorial de son territoire pour que les RH, les talents, c'est un mot un peu galvaudé, mais en tout cas les salariés soient puis aient envie de venir sur un territoire. Et donc ça se travaille en profondeur et c'est un sujet qui dépasse largement l'industrie, la question de l'attractivité même d'un territoire. Et puis sur l'ingénierie financière, les pistes de travail pour les territoires sont les mêmes, hein. Il y a des sujets de long terme où il faut, et l'exemple de la métropole de Lyon sur le fonds d'amorçage est un bon exemple, hein, de créer des outils dédiés. Donc ça prend du temps, de créer des objets d'investissement, du diagnostic au montage, à la capitalisation et à l'exécution. Et à court terme, moyen terme, on voit que l'exemple de Rising Sun qui est d'avoir des comités de financeurs, des réunions très fréquentes, de faire de l'ingénierie financière, du suivi personnalisé finalement de la relation client avec les entreprises de son territoire et une bonne pratique. Peut-être, Aurore Kollner, je vous passe la main pour avoir une première réaction par rapport à ce que vous avez entendu jusqu'à présent. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, Aurore Kollner, je représente l'Agence nationale de la cohésion des territoires, plus particulièrement la délégation aux territoires d'industrie. Et effectivement, merci de me donner la possibilité de réagir aux premiers freins et aux premières pistes de solutions que vous avez identifiées sur cette première partie de webinaire, en faisant le lien avec plusieurs travaux qui ont été conduits au niveau national et d'autres qui sont à venir. Je voulais revenir en particulier sur la question des délais administratifs liés aux implantations industrielles, donc que vous avez évoqué parmi vos quatre premiers freins. Donc il y a le label site industriel clé en main qui avait été initié justement pour raccourcir ces délais d'implantation et pour anticiper toutes les procédures administratives liées à ces implantations, notamment les sujets d'urbanisme, d'archéologie préventive et d'autorisation environnementale. Donc il y a 127 sites industriels clés en main qui ont été labellisés par l'État et qui ont fait l'objet d'une promotion en France et à l'international, notamment via Business France et les agences régionales de développement, telles que Rising Sud qui a pu témoigner dans le cadre de ce webinaire. Donc ça, c'est une première piste de travail qui a pu être développée sur le premier temps du programme national territoire d'industrie, donc qui est un programme qui a été initié fin 2018 et donc qui arrive maintenant à une période de transition. Nous avons réfléchi aussi sur la thématique de la qualité des sites industriels, qu'ils soient clés en main ou pas, parce que ça, c'est aussi un frein à l'implantation. On a des zones d'activité qui sont parfois vétustes, mal desservies, qui manquent de services aux salariés. Donc ça, ce sont aussi des sujets que nous avons pu aborder dans le cadre d'une démarche que nous avons appelée une fabrique prospective sur les sites industriels de demain.
qui a une démarche qui a été coordonnée par l'ANCT avec Intercommunalité de France, la Banque des Territoires et le CEREMA, et qui a permis d'accompagner 8 intercommunalités qui disposaient au moins d'un site labellisé clé en main pour réfléchir justement sur ce que peut être le site industriel de demain et mener des réflexions sur tous ces enjeux en termes de mobilité, d'infrastructures, de revitalisation de friches industrielles. Et il y a une publication avec des enseignements qui vient d'être diffusée sur ce sujet, réflexion prospective sur les sites industriels de demain. Par ailleurs, vous le savez, et ça a été rappelé aussi dans le cadre de ce webinaire, il y a des réflexions en cours au niveau national dans le cadre du projet de loi sur l'industrie verte, donc avec plusieurs chantiers, et notamment sur celui du raccourcissement des délais administratifs liés à l'implantation des entreprises industrielles. C'est un chantier qui est sur la table depuis de longues années. Il y avait eu plusieurs rapports parlementaires diffusés sur le sujet, donc il y a un projet de loi qui est en cours. Il y a aussi une mission nationale de mobilisation sur le foncier industriel et logistique qui vient d'être confiée à un préfet, M. Roland Mouchel-Bézot, qui travaille sur le sujet et notamment sur différents axes. Donc, le recensement de l'offre disponible à destination des investisseurs, la qualification de la demande des entreprises et la facilitation de l'accueil des projets. Donc, on est complètement dans les problématiques qui viennent d'être présentées. Donc, sachez qu'il y a cette mission nationale en cours. On travaille en particulier sur la mise en place d'un portail national en lien avec la Banque des Territoires et le CEREMA qui visera à recenser le foncier disponible et à le valoriser, et notamment auprès des investisseurs. Donc, des différentes pistes très opérationnelles qui sont en cours de mise en place. Par ailleurs, en lien avec le plan d'investissement France 2030, sachez qu'il y a des sous-préfets référents qui ont été nommés, un sous-préfet nommé par département avec une double mission, d'une part accélérer le déploiement du plan d'investissement France 2030 et d'autre part, et là c'est le sujet qui nous intéresse dans le cadre de ce webinaire, accélérer les implantations industrielles et logistiques. Donc un sous-préfet référent nommé par département. Et pour faire aussi le lien en écho au témoignage de la métropole de Lyon sur le frein lié au financement. Et en particulier sur la phase d'amorçage, sachez qu'il y a un nouveau fonds qu'on ajoute à la palette d'outils mobilisables au niveau national, qui vient d'être annoncé par BPI France, justement un fonds d'amorçage industriel doté de 50 millions d'euros, et opéré par BPI France pour accompagner des jeunes entreprises industrielles innovantes, notamment sur cette phase d'amorçage en cours d'industrialisation. Voilà, pour faire court, quelques éléments de réaction et pour faire le lien également avec nos travaux au niveau national. Merci beaucoup Aurore, merci pour cette réaction qui était importante pour nous, merci d'être présente. Je vois qu'il y a quelques questions, on y répondra, une main levée, on répondra à la fin, il y aura vraiment un temps d'échange pour poursuivre la suite de ce webinaire et la suite des témoignages. On va poursuivre, on a encore quelques interventions de territoire qui vont revenir sur des freins et des leviers que nous avons évoqués mais dans lesquels nous ne sommes pas encore rentrés dans le détail. Alors, quelques éléments. On va avoir, Christophe, si tu peux passer le prochain slide. Donc, on a des éléments qui nous ont été transmis par un cluster, Mécabourg. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Françoise Pélisson ne pouvait pas être présente avec nous, mais elle le sera lors du forum Philex de juin. Mécabourg, en tant que cluster, a mis en place un certain nombre de leviers pour accélérer l'implantation industrielle et en particulier, on parlait de financement, en particulier un prêt qui a été porté par Mécabourg et par la Caisse d'épargne, qui vise à accélérer l'implantation d'usines du futur. Donc, Françoise aura l'occasion d'y revenir lors du forum Philex de juin. J'espère que vous serez présents. Je vais dès à présent passer, donc voilà, le prêt numérique. Je vais dès à présent passer la parole à un autre territoire qui a mis en place un certain nombre de projets pour améliorer, accélérer l'implantation industrielle et en particulier sur le domaine de l'enseignement supérieur. Il s'agit de la communauté d'agglomération de Béthune-Bruay, qui est représentée aujourd'hui par Jérôme Brossier, à qui je passe la parole maintenant pour nous raconter ce que la communauté d'agglomération a fait en termes d'enseignement supérieur pour implanter une nouvelle école d'ingénieurs
et ainsi accélérer l'implantation de nouvelles usines. Jérôme? Oui, bonjour à tous. Merci pour nous donner l'occasion d'évoquer notre témoignage. Je ne sais pas si la présentation peut être diffusée. Il y avait peut-être une diapo. Je ne sais pas si vous l'avez reçue en temps. C'est le slide suivant, Christophe. Si tu peux Ok, passer bon, le slide. très bien. Bon, en tout cas, voilà. Donc, Jérôme Grossier, je suis le directeur au développement économique de l'agglomération de Béthune-Bruay. Donc, Béthune-Bruay, c'est 100 communes, 280 000 habitants à 1h30 en TGV direct depuis Paris. Donc, on est au cœur de la région des Hauts-de-France. On est un territoire qui a été marqué rapidement pour nous présenter. On a coutume de dire que ces dernières années, on a 4 actualités assez massives qui se cumulent. Avec d'une part en 2020 l'annonce de la fermeture du site Bridgestone de Béthune, avec près de 1000 emplois supprimés. Un peu avant l'annonce de l'implantation de la première gigafactory française de batteries, donc ACC, qui sera inaugurée à la fin du mois prochain. Donc où là, on parle d'une gigafactory à plusieurs milliards d'euros d'investis sur le territoire. Donc c'est le projet qui avait pour nom de code à l'origine Airbus européen de la batterie, donc qui est porté entre Mercedes, Stellantis et Total Energy. Et donc qui va aboutir très, très rapidement pour avoir un premier site opérationnel au niveau français sur les enjeux de fabrication de batteries pour automobiles. Une troisième actualité qui finalement s'incarne à travers France Relance, c'est-à-dire que sur le territoire, on a entre 2020 et 2021, on a 65 lauréats France Relance qui ont été identifiés. Vous m'entendez? Vous m'entendez toujours? Ouais, très bien. Donc voilà, 65 lauréats France Relance et environ un quart des lauréats à l'échelle régionale, donc des 5 départements des Hauts-de-France. Donc il y a une dynamique de projet qui est assez colossale et dynamique de projet qu'on ressent aussi au travers d'une dizaine de projets d'implantation aussi, c'est un petit peu c'est la quatrième actualité industrielle sur le territoire. C'est une dizaine de projets industriels d'implantation avec entre 50 et plusieurs centaines d'emplois qui vont être créés. Et on a la chance d'ailleurs, et c'est suffisamment rare pour être mis en avant, on a la chance de pouvoir mettre en avant encore entre 70 et 80 hectares de foncier clé en main, d'ailleurs labellisé comme ça a été évoqué précédemment. On a environ 80 hectares de foncier clé en main qui sont encore disponibles sur le territoire et donc qui nous permettent justement de mettre en avant une certaine attractivité. Et donc voilà, je pense que ce qui est intéressant moi je souscris totalement aux différents témoignages qui ont été mis en avant. Je pense effectivement que les territoires, alors quelle que soit son organisation, c'est-à-dire est-ce que c'est une agence de dev, est-ce que c'est une aglo, est-ce que c'est telle ou telle autre organisation, je pense que chaque territoire a sa réalité et l'important finalement c'est que le territoire, et donc pour nous en l'occurrence l'aglo, on a l'avantage d'être vraiment à la croisée des réseaux. Et donc à partir de là, on est vraiment dans cette logique un petit peu de canaliser un peu les interventions des uns et des autres et peut-être mettre en avant un projet parmi d'autres qu'on a pu accélérer aussi, parce qu'on est vraiment dans cette logique d'accélération de projet qui a été mise en place d'ailleurs suite à un accompagnement choc industriel dont on a bénéficié via le territoire d'industrie. Et voilà, le projet qu'on a accéléré et qu'on trouvait intéressant de mettre en avant aujourd'hui, c'est la création d'une école d'ingénieurs sur le territoire de Béthune. Donc en fait, on a sur Béthune une université spécialisée en faculté de sciences appliquées, donc très, très connectée au tissu industriel. Cette université avait l'ambition justement de créer une section d'ingénieurs depuis plusieurs années. Et finalement, c'est un projet qui végétait un petit peu dans le sens où finalement, il fallait trouver la portée idéale pour cette école d'ingénieurs. C'est une université qui a plusieurs spécificités, tant en génie électrique qu'en génie civil, génie industriel au sens large, génie logistique. Finalement, chaque composante de l'université envisageait d'orienter l'école d'ingénieurs sur sa propre thématique. Et là où nous, au niveau du territoire de l'agglomération, on est intervenu, c'est finalement faire converger cette ambition de créer une école d'ingénieurs avec les orientations et surtout vraiment
le cadrage finalement de la politique de développement économique sur le territoire. Et au croisement de tout ça, donc on est intervenu pour accompagner pour appuyer la création de cette école d'ingénieurs. On a pris en charge directement une étude de positionnement stratégique de cette école d'ingénieurs. Et donc en fait, on a été appuyé par un consultant externe qui nous a aidé à positionner la thématique de l'école d'ingénieurs, et donc sa première conclusion, ça a été de dire une école d'ingénieurs à Béthune, oui, c'est une bonne idée, ce n'est pas une fausse bonne idée, c'est une vraie bonne idée qui mérite d'être creusée. Maintenant, c'est une bonne idée qui a du sens si et seulement si elle se positionne sur une thématique qui est la thématique du génie électrique. Parce que, encore une fois, vous avez la Gigafactory qui arrive sur le territoire, parce que le territoire dispose de compétences, d'expertise dans la matière qui sauront être mises à profit au travers de cette école d'ingénieurs, et parce que dans le maillage de l'offre de formation d'école d'ingénieurs, notamment en nord de Paris, s'il y a un trou dans la raquette aujourd'hui, c'est justement ce sujet du génie électrique et une école d'ingénieurs en lien justement avec toutes les gigafactories qui se profilent. Et donc voilà, de fil en aiguille, l'accompagnement aboutit à ce positionnement stratégique. Dans la foulée, un dossier a été déposé, et on a appris début d'année finalement que la commission des titres d'ingénieurs avait acté la création de cette école d'ingénieurs. Et donc on en arrive à une école d'ingénieurs qui va ouvrir en septembre 2023. Soit finalement moins de 2 ans entre le lancement effectif du projet par l'université. Donc voilà, donc je trouve que c'est vrai que c'est un exemple assez intéressant qui montre comment finalement une initiative, une énergie identifiée à l'échelle d'un partenaire, en l'occurrence à l'université, arrive à être exploitée et arrive à être canalisée au mieux je veux dire, dans une logique d'intérêt général du territoire, en lien avec toutes les dynamiques, les orientations du territoire. Et donc voilà, finalement, comment l'appui du territoire, de l'agglomération, de toutes ces parties prenantes a permis d'accélérer le projet en 2 ans. Ce que j'ai pas dit, c'est qu'évidemment, on a aussi largement contribué à la mise en relation du projet avec tout l'écosystème industriel du territoire, avec évidemment des courriers de soutien, des différentes démarches qui ont permis d'appuyer et de crédibiliser l'approche. Et d'ailleurs, c'est pas neutre dans le sens où la commission des titres d'ingénieurs a vraiment livré une décision sans appel, ce qui n'est pas forcément a priori courant dans des créations d'écoles d'ingénieurs nouvelles. Donc, c'est ce qui illustre aussi un petit peu le bien fondé de la démarche. Et en fait, pour terminer, ce que je nuance, enfin, c'est pas que je nuancerai, mais je compléterai peut-être le propos précédent, c'est-à-dire que je pense que nous, on est très attachés sur le territoire, et cet exemple le démontre assez bien. Je pense qu'il y a une 4e piste aussi de travail à l'échelle des territoires, en complément des 3 qui ont été donnés, c'est justement cette notion d'écosystème territorial. Je pense que la mise en relation, la mise en réseau des entreprises, des industriels les uns par rapport aux autres, la mise en réseau avec tout cet écosystème industriel, je pense que pour les territoires, c'est aussi un pilier et une piste d'intervention qui est assez vertueuse, en complément donc des 3 pistes qui avaient été évoquées précédemment. Voilà ce que je pouvais vous indiquer très, très brièvement. Super. Merci beaucoup, Jérôme. C'est vraiment passionnant. En tout cas, la création de cette école d'ingénieurs, c'est l'un des leviers long terme que mentionnait Christophe tout à l'heure. Et pour terminer sur cette série de témoignages, un dernier levier long terme, en effet, que Christophe a mentionné, la mise en service de friches industrielles, en tout cas de sites industriels qui sont prêts pour l'implantation. C'est le dernier témoignage du Grand Chalon. Je passe dès à présent la parole pour ces quelques minutes à Dominique Juillot, qui va nous raconter en particulier comment la communauté d'agglomération prépare des sites industriels, en particulier des friches industrielles, en anticipant leur dépollution. Sujet, comme Aurore Connell l'a rappelé tout à l'heure, sujet qui est mentionné dans le projet de loi pour l'industrie verte. Et on reprendra la parole pour conclure sur la dernière partie de ce webinaire, après ce dernier témoignage, sur ce que vous pouvez faire en plus de tout cela pour accompagner les porteurs de projets. Bonjour, vous m'entendez? Oui. Très bien, c'est Oui. parfait, c'est à vous. Merci Dominique. Bonjour, merci de nous écouter sur ce sujet qui évidemment chez nous est important, puisque nous sommes un territoire historiquement industriel avec des entreprises emblématiques comme
Creusot-Loire et Kodak, pour ne citer que ces deux-là, avec évidemment des parcours différents. En ce qui concerne Creusot-Loire, un accident industriel que tout le monde connaît dans les années 50-60, l'installation de Kodak derrière et le même accident industriel, mais pour d'autres raisons, avec un métier qui disparaît dans les années début 2000, qui nous a évidemment obligés à réfléchir comment on pouvait orienter les activités sur un territoire qui avait dans son ADN l'industrie. On n'a pas voulu céder à l'époque, et moi j'en étais le président de l'agglomération et le député dans les années 2000 lorsque l'on nous a annoncé le départ de Kodak. On n'a pas voulu céder à l'ambiance du moment qui voulait que l'on reconvertisse l'industrie en activité de service parce que c'était dans notre ADN, et on a voulu travailler avec Kodak au départ, avant qu'il quitte le territoire définitivement en 2012, pour accompagner leur fin d'activité en faisant venir sur ce site qui était de 80 hectares, 110 000 mètres carrés de bâtiments, 3 000 emplois, donc vous imaginez un petit peu le traumatisme, faire venir des entreprises s'installant dans les locaux de Kodak avec des salariés de l'entreprise Kodak mis à disposition et aidés financièrement pour continuer l'activité de Kodak tant qu'il y en avait, charge à ces entreprises à retrouver de l'activité par leur propre développement lorsque Kodak ne serait plus là. Et ça a plutôt bien fonctionné. On avait intitulé le site à l'époque Campus industriel. Ça s'est transformé par la suite en Sonnéor. Et parallèlement à ça, on a quelque part transformé le site intramuros de Kodak, qui avait 80 hectares, en aménagement de friches de 4 hectares chacune, 30 000 mètres carrés de bâtiments qui étaient en déshérence que l'on a reconvertis, et puis toutes les voiries et tout ce qu'il y avait autour pour avoir une capacité d'accueil de nouvelles entreprises sur ce site. On a aussi reconverti un bâtiment très important où il y avait toute la recherche et développement de l'entreprise Kodak pour accueillir des entreprises de services, mais sur des métiers industriels en particulier. Et aujourd'hui, il y a 70 entreprises potentiellement possibles à s'installer dans ces bâtiments. Mais tout ça ne suffisait pas. Kodak avait à sa disposition 110 hectares de foncier en réserve. Donc, on a acquis ces 110 hectares et puis on a segmenté notre action en deux parties. D'abord, 50 hectares mis à disposition, mais dans un système que vous avez dit tout à l'heure, de foncier labellisé clé en main, pour accueillir des entreprises à vocation industrielle. On aurait pu accueillir des entreprises à vocation uniquement logistique. On a souhaité, là encore, de l'industrie pour les raisons que je vous ai énoncées tout à l'heure. Et aujourd'hui, sur ces 50 hectares, il n'y a plus qu'un hectare qui n'est pas occupé. Nous avons, depuis 2019, commencé l'aménagement des 60 hectares restants, avec des investissements évidemment importants du Grand Chalon, mais pas seulement du Grand Chalon, 5 millions d'un côté, 8 millions de l'autre, et là, avec le même objectif d'avoir une réserve foncière clé en main à disposition d'entreprises s'installant, et on commence à avoir des succès non négligeables avec des entreprises dans l'alimentaire qui vont s'installer, une entreprise autour justement des batteries qui va s'installer également. Et on peut imaginer que d'ici 3 à 4 ans, ces 60 hectares seront complètement occupés par des entreprises à vocation industrielle. On fait la même chose sur une autre friche en reconversion, qui est un ancien site Philips, qui était d'ailleurs assez pollué, que nous mettons au bon niveau pour accueillir d'autres entreprises plus proches du centre-ville de Châlons, parce qu'on voit bien que
tous ces problèmes de pollution et d'aménagement, à la fois lourds financièrement, mais aussi surtout lourds administrativement, font peur aux entreprises. Les intervenants précédents en ont parlé exactement avant moi. Donc, ce site sera disponible dans 2 ou 3 ans et prêt là aussi à recevoir peut-être des entreprises de taille un petit peu plus petite parce que le site est un peu moins grand et plus près du centre-ville. Mais il faut aussi, autour de ça, créer les conditions en matière d'enseignement. On a créé dans un ancien moulin, dans le centre-ville, un site que l'on appelle l'usinerie, autour de toute la digitalisation des nécessaires aux entreprises également, avec des écoles importantes comme l'école des arts et métiers, ou encore des syndicats patronaux comme l'Union des industries métallières, de façon à créer des diplômes qui soient au plus proche des besoins des entreprises installées, notamment des entreprises industrielles. Et ça fonctionne plutôt bien avec des diplômes sur 2 ans, par exemple, ou encore des diplômes d'ingénieurs un peu plus qualifiés, ou encore des thésards qui sont mis à la disposition de ces entreprises, voire même des PME qui ne pourraient pas se payer de tels niveaux d'ingénieurs si elles étaient toutes seules ou dans un territoire qui n'ait pas ces écoles installées. Donc, ce n'est pas simplement du foncier à disposition, c'est toute l'ingénierie à mettre autour pour créer ce que l'on appelle, un mot à la mode aujourd'hui, un écosystème favorable pour le développement de chacun. Voilà un petit peu ce que l'on a souhaité faire. Et puis, il y a évidemment tous les politiques publiques à mettre en place autour, avec le très haut débit, avec les crèches, avec parce que tout ça fait partie également de l'attractivité. Voilà, en résumé. Merci beaucoup pour ce dernier témoignage, donc vraiment sur la préparation de ces territoires et de ces sites. Et on voulait conclure sur le fait, après tous ces témoignages sur ce que les territoires peuvent faire, et bien sur le fait qu'avec toutes ces actions, les porteurs de projets industriels arrivent sur vos territoires et ils ont toujours besoin d'être guidés dans leurs projets parce qu'ils sont malgré tout toujours seuls dans ce projet de croissance qui est essentiel pour eux. Donc, quelques outils que nous mettons à disposition des entreprises et qu'on vous retransmettra avec cette présentation qui sont aussi dans notre guide. Le parcours d'implantation dont je vous parlais tout à l'heure, découper le projet en étapes à anticiper, ça permet d'accélérer, le premier outil. Le deuxième outil qui ressemble à un canevas stratégique que les entreprises utilisent pour leur permettre de définir un cahier des charges, de mieux communiquer sur leur projet. Donc, c'est ce qui s'appelle un business model Canva, dans lequel on met, au cœur duquel on met l'usine, et ce qui leur permet à la fois de communiquer, mais aussi de concevoir une usine verte. C'est un modèle que nous appliquons et que nous proposons en partenariat avec BPI France. Voilà donc tout ce qu'on voulait vous dire sur les bonnes pratiques de l'implantation industrielle. Il est 13h, on a pris le temps des témoignages. Merci de votre écoute. Il y a quelques questions dans le chat auxquelles nous pouvons répondre rapidement, en tout cas, compte tenu de leur teneur. Nous serons également présents sur le forum Philex en juin. On sera ravis de vous voir et de poursuivre l'échange. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Si cela vous convient, on peut prendre les quelques minutes, 1 ou 2 minutes pour répondre aux questions qui sont dans le chat. Il y en a quelques-unes. Alors, c'est Xavier qui reprend la parole. Il y a deux questions qui ont été posées, puis il y a François Paillebien qui levait la main, qui représente les sous-préfets dont parlait Aurore Colnel à l'instant. François, bonjour, ravi de vous retrouver à l'occasion de ce petit webinaire. Peut-être, si vous voulez dire un mot, n'hésitez pas pour illustrer concrètement le rôle des sous-préfets. Oui, merci à toi. Effectivement, quelques retrouvailles après quelques années. Donc, simplement pour dire que, effectivement, le sous-préfet en charge dans le département de l'Ardèche
de France 2030, mais surtout pour ce qui nous intéresse ici, accélération des projets industriels, ça existe dans chaque département. On est en train de prendre nos marques. N'hésitez pas dans vos départements à faire appel à lui ou à votre sous-préfet d'arrondissement, bien entendu. Nous, on est vraiment là pour essayer, on a encore ce rôle de pouvoir mettre tout le monde autour de la table, notamment des services de l'État, et le plus en amont possible, et je rebondis sur le mot qui vient d'être prononcé avant, c'est l'anticipation. Plus on peut anticiper les choses, plus on peut faire une réunion très tôt dans le projet avec les services de l'État, plus on a des chances qu'on puisse bien expliquer les délais et voir comment on peut gagner des délais, et c'est clairement ce qui nous est demandé aujourd'hui. Et puis moi, je voulais juste insister sur un point, c'est par rapport au dossier ICPE. Là aussi, en amont, prenons ensemble un contact avec les agents de l'Adréal, mais surtout, j'insiste beaucoup, c'est derrière la qualité du dossier que va déposer l'entreprise que tout dépend, et notamment des délais. Parce que s'il faut redemander plusieurs fois des éléments complémentaires, on va perdre beaucoup de temps. Il faut vraiment insister auprès des entreprises sur la qualité du dossier. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire pour ne pas prendre plus de temps. Et dernier mot, évidemment aujourd'hui, le problème de l'eau doit aussi être évalué très en amont. Un département comme l'Ardèche a clairement des problèmes d'eau aujourd'hui, et il y a des implantations industrielles qu'on ne pourra pas forcément accepter parce que dans des zones, on n'est pas capable d'approvisionner en eau. Donc, il faut vraiment faire un focus important maintenant et rajouter ça, je dirais, à notre liste de courses traditionnelles. Merci beaucoup. Merci François. Juste pour que tu gardes le micro une seconde, il y avait une question dans le chat qui était posée sur comment connaître la liste des sous-préfets en charge d'eux et leurs coordonnées par département. Est-ce qu'il y a une liste qui existe? Comment on peut identifier sur mon territoire Oui, alors je pense que la NCT doit avoir la liste, où on doit apparaître maintenant sur une page du ministère de l'économie, mais plus simplement, hein, parce que je ne sais pas si elle est totalement à jour, vous appelez la préfecture ou la direction départementale du travail, de l'économie et du travail des DETS, ils vous donneront le nom de la personne, il n'y a pas de souci. Ok. Super, merci beaucoup François. Aurore, est-ce que vous voulez réagir à cette question aussi? Oui, merci Xavier. Effectivement, à ma connaissance, la liste nationale de l'ensemble des sous-préfets référents France 2030 n'a pas été publiée. Cependant, effectivement, vous pouvez trouver l'information auprès de votre préfecture de département. Le sous-préfet référent est souvent le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint de la préfecture ou un sous-préfet d'arrondissement. Donc, le plus simple, en effet, est de contacter votre préfecture de département ou de regarder sur le site internet, puisqu'il y a des communiqués de presse qui sont réalisés par les préfectures en question afin de faire connaître le sous-préfet référent. Impeccable. Merci beaucoup, Aurore. Il y avait aussi une question qui avait été très vite posée, c'était pendant le témoignage de Axel au Grand Lyon. Alors, je pense que Axel n'a pas pu rester avec nous, donc peut-être, je ne sais pas si Virginie, Christophe, vous êtes capable d'y répondre sur la durée d'accueil des entreprises dans ces espaces, dans l'espace. C'était dans l'immobilier temporaire qui a été conçu. Je ne sais pas si vous avez cette réponse-là. Je sais que, en général, de la discussion que j'avais eue avec Axel, c'est 2-3 ans. Ça va jusqu'à 2-3 ans, le temps de travailler sur une implantation pérenne, en fait. D'accord. Et une autre question qui était plus récemment posée sur la relation entre les sites clés en main face aux décisions de la mission régionale environnementale, sur la mission régionale d'autorité environnementale. Est-ce que là-dessus, vous souhaitez, quelqu'un souhaite répondre? Bonjour, vous voulez peut-être que je précise ma demande? Très volontiers. Oui. Allez-y, Stéphanie. Très bien. Donc, nous, on a un site labellisé clé en main qui se nomme l'éco-parc Bonvert. On est dans le 42, dans le département de la Loire. On a fait partie de la première liste des sites labellisés. Aujourd'hui, donc, le parc Bonvert a un montage juridique spécifique. Hein. On est dans le cadre d'une société par action simplifiée. Donc, toutes les procédures préalables ont été réalisées au niveau de la ZAC. On a toutes les autorisations préalables. Et effectivement, on a vendu un terrain de 9 hectares à un industriel. Et aujourd'hui, cet industriel a déposé son dossier ICPE en enregistrement.
Et l'avis qui a été rendu par la MRAE, c'est vous êtes soumis à l'évaluation environnementale. Alors, nous, on était un peu perturbés parce que déjà, voilà, on a vendu un terrain qui était purgé de toute contrainte, un terrain commercialisable, sur un site clé en main qui s'appelle l'écoparc, donc où toutes les procédures de réduction, compensation, évitement ont été réalisées, avec des dossiers d'autorisation loi sur l'eau obtenus, des arrêtés CNPN obtenus, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une entreprise qui a signé un compromis sur un terrain commercialisable et à qui on vient de lui annoncer qu'elle va perdre 1 an. Oui. Est-ce que ça va faire réagir Christophe, Virginie, vous voulez réagir par rapport à ça ou d'autres personnes? Oui, bah, Christophe, tu veux réagir sur ce cas? Bah, je n'ai pas, moi, la réponse précise à la question articulation, site clé en main, et puis MRA, il faudrait rentrer dans le détail, mais c'est vrai que ça souligne l'intervention de M. Paye-Bien sur effectivement l'articulation fine, qui est quand même une course d'obstacles ou un saut de haie, quoi. Voilà, de pouvoir respecter les différentes réglementations. Oui. Et donc d'avoir à la fois les infos suffisamment en amont et puis après la capacité à exécuter les études et remplir les dossiers à la bonne vitesse. Je vous repasse la main, vous avez levé la main. Oui, François. Oui. Oui, simplement, je crois qu'il faut regarder effectivement qu'est-ce qui est demandé, parce que la MRAE peut demander un dossier, mais s'il y a déjà 90% des réponses qui sont faites dans le cadre du dossier clé en main, enfin voilà, il y a peut-être quelque chose qui manque. Il faut regarder. C'est pas forcément faire refaire toutes les études, mais là encore, je connais pas le cas de figure, donc là aussi, n'hésitez pas à contacter mon collègue de la Loire. Je ne sais pas quel est le collègue qui est référent, mais n'hésitez surtout pas pour regarder et creuser un petit peu ça avec lui. Ok, super, merci beaucoup. Très bien, merci. Vania, peut-être on va prendre une dernière question, parce que là on a dépassé de 10 minutes et puis on conclura dans la foulée. Vania de Oliveira, est-ce que vous voulez... Oui, Vous avez en fait, levé c'est la main, simplement pour compléter un petit peu le propos de Stéphanie, qui est sur notre territoire, puisque moi je travaille pour l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprises, donc l'agence de développement économique de la région Aura. Et effectivement, la contradiction qu'on peut observer, alors ça n'attend pas une réponse précise, hein, c'est plus une observation, puisque je sais que c'est compliqué d'y répondre, mais on a il y a eu des démarches et la labellisation des sites clés en main est une démarche vertueuse finalement pour amener aussi les territoires à mieux préparer les implantations industrielles, à mieux préparer les terrains. Mais en fait, là, on est vraiment dans le cas d'un territoire qui pensait avoir tout bien fait et qui, pour nous, était assez exemplaire. Et finalement, on se retrouve avec des règles et des instructeurs, des services instructeurs qui veulent appliquer les règles au pied de la lettre. Et finalement, tant que ces règles ne changent pas, tant qu'il y a une rigueur législative qui contraint les entreprises à faire telle et telle étude. Enfin, on se retrouve avec des zones qui doivent être fouillées archéologiquement. On se retrouve avec des recours de riverains et des DUP qui sont annulés sur des parcs d'activités. Enfin, on se rend compte qu'il y a quand même une complexité, malgré toute la bonne volonté de certains territoires qui ont été au bout de ce qu'ils pouvaient proposer et faire pour anticiper les obstacles. Malgré tout, au niveau des services instructeurs, ça ne suit pas sur ce volet de simplification. Voilà, enfin, c'est plus une observation et un complément de ce que pouvait dire Stéphanie, parce que c'est des choses qu'on a observées sur le territoire de Roanne, mais qu'on peut observer sur d'autres territoires également, et qui sont, voilà, il y a des démarches et il y a des choses qui sont lancées, qui sont vertueuses, mais ça va peut-être pas encore assez loin, et peut-être qu'il y a aussi des choses au niveau de l'instruction et peut-être vraiment au niveau des DREAL, des DRAC, des techniciens et de la manière dont ils s'instruisent les dossiers qui est peut-être encore trop pointilleuse. Après, l'idée, c'est pas non plus d'avoir des laissés-passer, hein, c'est pas mon propos, mais quand on a des choses qui ont déjà été largement anticipées, voilà, et peut-être avoir un peu plus de souplesse, et ça, je sais pas comment ça peut être apporté au sein de ces services. J'ai pas la réponse. Si ça peut vous, en tout cas, apporter un élément de réponse, ou en tout cas de prise en compte,
le sujet, en effet, de la meilleure articulation, mais aussi de la simplification accrue de l'implantation côté territoire et services de l'État et aussi au cœur du projet de loi pour l'industrie verte. Donc, n'apporte pas les éléments de réponse concrets, mais en tout cas une entente et une écoute de votre situation. En tout cas, merci de ce partage. Super, merci beaucoup. Peut-être, alors moi de mon côté, ce sera peut-être de notre part le petit mot de conclusion, mais ce que je trouve aussi intéressant par rapport aux clusters, aux pôles de compète qui ont été cités comme des acteurs qui peuvent accompagner cette problématique-là, on n'est pas forcément du tout en première ligne sur le sujet du foncier, c'est pas leur métier, mais par contre, vous les avez cités à plusieurs moments, leur rôle sur la partie animation écosystème, sur la partie animation de filière, structuration de la filière sur le territoire, et par ce biais-là, leur rôle dans le sourcing des projets et dans l'accompagnement au deal flow, notamment quand il y a des dispositifs financiers qui sont mis en place. Toujours en lien d'ailleurs avec ce sujet-là, il y a une forte contribution que peuvent apporter les clusters et les pôles sur la dimension connaissance des entreprises, qui est une connaissance de l'intérieur, souvent des entreprises. C'est son fonctionnement, son chef d'entreprise, sa capacité d'innovation dans la filière. Enfin, il y a toute une série de connaissances qui sont intéressantes et de données qui sont intéressantes à prendre en compte quand il est question d'investir dans son projet innovant sur le plan financier, puis aussi sur le plan des infrastructures qui vont les accueillir. Il y a ce gros travail d'animation des parcours de croissance de façon individuelle ou collective sur lesquels, à travers leur programme d'accélération, parfois leur programme d'incubation, sur lequel ils apportent aussi sans doute de la matière. Donc, et puis la coopération qui a été évoquée avec l'ensemble des acteurs du territoire, PCI en tête effectivement, mais les acteurs aussi financiers sur lesquels il y a de l'huile de coude qui est mise pour qu'effectivement tout ça fonctionne bien. Donc là, moi, je vois bien de notre côté aussi la contribution de ces acteurs qui sont, entre guillemets, en première ligne, mais comme vous l'êtes aussi sur la relation avec les entreprises. Mais voilà, eux, c'est dans la partie mutualisation et l'intérêt que ça peut effectivement apporter au succès de cet objectif d'implantation. Virginie, Christophe, est-ce que vous voulez dire un petit mot de conclusion de votre côté et peut-être par rapport au parcours que j'évoquais en introduction, le rendez-vous du 14 juin prochain dans le cadre de Philex, l'atelier qu'on veut faire ensemble, la complémentarité par rapport à ce webinaire, on était plutôt dans l'échange d'infos, l'annonce des leviers, des outils, mais là le but du jeu c'est que sur Philex on rende ça très pratico-pratique. Est-ce que Virginie, tu veux prendre le relais là-dessus ? Oui, merci encore. En effet, ce webinaire s'inscrit dans un parcours, donc le forum Philex, un atelier ou plusieurs ateliers également de formation pour poursuivre et aller toujours un peu plus dans l'échange et dans l'opérationnel. Ce qu'on a voulu avec ce webinaire, c'est vous poser le cadre, donner des éléments qu'on rappellera en partie au moment du forum avec un seul autre témoignage, cette fois-ci lors du forum qui sera celui de Mécabourg et qui reviendra dans le détail sur ce que tu mentionnais, Xavier. Et suite à ce forum, eh bien, si en effet le sujet est de nature à intéresser des clusters, des territoires pour continuer à accompagner au mieux l'implantation industrielle, nous pourrons mettre en place des ateliers qui sont fortement collaboratifs et opérationnels pour en effet vous permettre d'aller un peu plus loin sur une feuille de route et sous la forme d'une formation orchestrée et coordonnée par France Cluster. Donc merci, un grand merci pour votre écoute. Christophe, est-ce que tu veux dire le mot de la fin ? Vous souhaitez bon appétit. Et puis vous remercier d'avoir été présent et d'avoir participé. Excellente journée. Bonne journée Merci à tous. Aurore, un petit mot, je vois que vous allumez votre micro, puis on arrêtera là, c'est bon ? Non, ouais. C'était effectivement pour vous saluer. Allez, et super. puis, voilà, rebondir peut-être sur le thème des écosystèmes territoriaux, mais que vous avez évoqué, Xavier, pour dire que c'est au cœur du programme Territoire d'industrie et aussi au cœur de notre coopération entre clusters, pôles de compétitivité et territoires d'industrie. Génial. Merci beaucoup, Aurore.